lui a donné un prétexte pour taper sur le 4e marocain, puis sur la 2e division d'infanterie marocaine. Nous reprenons avec Jean-Christophe Notin le cours de notre émission et nous parlons de cette campagne d'Allemagne, de cette fameuse traversée dans la nuit du 30 au 31 mars 1945, la traversée du Rhin. Alors, la campagne bat son plein, si je puis dire. À quel moment les Allemands commencent à réagir dans la nuit? Ils réagissent très tardivement, visiblement. Ils ne réagissent pas la nuit, mais plutôt vers la matinée. Enfin, la première opposition du côté de Germersheim, les Marocains l'ont tout de suite. Dès la première vague, il y a 8 hommes, finalement, qui réussissent à traverser. C'est quand même très très peu. Et ils sont tout de suite fixés sur la plage. On n'arrive pas à traverser. Du côté du 151e, qui est le 3e régiment, donc à avoir traversé dans cette nuit, à quelques kilomètres du 4e marocain, là par contre c'est quasiment un déluge de feu. Ils n'arrivent pas à traverser. Les troupes refluent, avec une trentaine de morts à la clé. Enfin, c'est limite échec complet de l'opération. Donc quand même les Allemands sont sur leur garde et donc petit à petit ils vont envoyer des renforts. Du côté du 151e, finalement la traversée ne réussira pas. Il faudra passer par la zone du 4e marocain pour que ça s'arrête, pour que l'opposition allemande soit dominée. Alors, à partir de quel moment on peut dire que la France est suffisamment en nombre de l'autre côté du Rhin pour pouvoir s'opposer à l'Allemagne? Ça va être... En tous les cas, aux troupes allemandes qui bordent le Rhin. Très, très progressif. Parce que, donc, on traverse le Rhin en une zone où il n'y a pas de pont. Donc, les renforts, et en particulier les blindés, il faut qu'ils passent à Mannheim, qui est une trentaine de kilomètres plus au nord. Donc, ça fait quand même un détour. Et ils peuvent traverser à ce moment-là? À ce moment-là, non. Et il faut quand même que la rive droite du Rhin soit relativement sécurisée. Donc la situation est très instable jusqu'au 2 avril, on va dire. Donc 2-3 jours après. Le temps quand même les blindés arrivent en nombre et puissent soutenir l'infanterie. Mais l'infanterie est déjà très enfoncée. Dès le 1er avril, on les trouve à 20 km, ça galope. Alors vous insistez sur la rapidité de l'action, malgré tout. Où en sont de leur côté les Américains et les Anglais? Ils sont aussi rapides que nous? Ça dépend beaucoup des zones. Les Allemands ont fixé une très grosse défense du côté de la Ruhr, une certaine poche de la Sarre. Les Britanniques s'enfoncent assez facilement, oui et non, jusqu'à Hambourg. Et puis ça commence là à fixer. Les Américains ont un rythme de progression assez avancé puisque les deux objectifs de cette campagne d'Allemagne, enfin les deux pôles d'attraction en quelque sorte, ça a été le Berlin et le fameux réduit alpin. Berlin, finalement, les Alliés n'avaient pas prévu de pouvoir le prendre. Ils estimaient que les Soviétiques en étaient beaucoup plus proches. Et finalement, l'opposition allemande est telle que les Alliés peuvent envisager de prendre la capitale eux-mêmes. Donc, ils prouvent quand même que la progression a été assez rapide. Alors, la conquête française, elle, pour l'instant, nous le disions tout à l'heure, elle ne doit pas aller se porter vers des grandes villes, puisque chez les Américains et les Anglais, il est hors de question que la France s'empare de grandes villes. Alors, en quoi consiste cette conquête ? Les plans initiaux prévoyaient, grosso modo, qu'on longe un peu la rive droite du Rhin, qu'on sécurise jusqu'à la frontière suisse. Et de l'âtre, évidemment, ça ne lui convient pas. Il voit Stuttgart. Donc toute la manœuvre française va être, parce que entre le Rhin et Stuttgart se trouve la forêt noire, va être de contourner la forêt noire et puis de l'enfoncer. C'est toute une manœuvre de débordement assez fantastique, avec pour pôle donc principaux attractions Fribourg au sud, Stuttgart à l'est, et puis l'Autriche. Très vite s'impose ce but. Oui, de là, dès qu'il passe le Rhin, il ne voit que Stuttgart. Il ne voit que Stuttgart. Oui, il est hors de question de se contenter de suivre le Rhin. Donc, toute sa manœuvre, ça va être Stuttgart. Il va organiser toutes ses troupes, ses deux corps d'armée, de sorte de prendre Stuttgart aux Américains le plus vite. Puisque la course française, en quelque sorte, outre-Rhin, se joue contre les Allemands, mais aussi contre les Américains, puisque les Américains, en progressant relativement vite, ont également toute possibilité d'atteindre les zones susceptibles d'être gagnées par les Français avant les Français. Donc il faut aller très vite. Alors, il y a une véritable course, une émulation. Est-ce que cette émulation est présente dans les esprits des soldats ? Ah oui, ça c'est incontestable. Bon, évidemment, ils arrivent sur le sol de leurs occupants d'hier, alors que ce soit pour les troupes d'Afrique du Nord qui sont restées hors de France très longtemps, ou pour les ex-FFI, FTP qui ont été occupés, qui ont subi tous les sévices de l'occupation, de la répression. Ils ont tous à cœur de prendre une revanche formidable. Alors, revanche, vengeance ou différentes exactions ont pu être commises, mais ils ont tous à cœur d'infliger en quelque sorte une raclée à l'ennemi,
Donc ça y va franchement, les toutes premières lignes, on a beaucoup de mal à ravitailler les blindés de l'avant, ils vont à toute allure. Alors il y a un point sur lequel je voudrais m'attarder quelques instants, c'est la fameuse visite de Delattre. Donc Delattre est rive gauche et il tient absolument à visiter la rive droite. Il y a un épisode, je ne vais pas dire tragicomique, mais quasiment. Ah, c'est tragicomique, c'est tout à l'image de Delattre. Delattre arrive au 4e Marocain, il veut traverser la rive du Rhin. On a beau lui expliquer que c'est pas possible, que il n'y a pas les moyens encore matériels, et donc il s'impose, il embringue un pauvre lieutenant qui passait par là. Le pauvre lieutenant ne sait pas où ses troupes ont traversé, donc il longe le Rhin. Il longe le Rhin, il regarde grosso modo où ça tire. Il arrive en une zone, alors on dit au général ne traversez pas. De là, dit si, il faut que je traverse. Donc on le met sur un bateau, il passe sur la rive droite. Et alors là, c'est tout le phénomène de Lattre qui interpelle les soldats en leur disant alors, qu'est-ce que vous pensez de cette journée historique, mémorable? Et il tombe sur ce pauvre commandant Brunel, qui est le patron du bataillon, qui a donc travaillé toute la nuit, enfin qui a subi des pertes assez conséquentes. Et Brunel qui lui dit grosso modo que les soldats n'en ont absolument rien à faire, que ce qui compte c'est qu'ils se reposent. C'est une bataille comme les autres. C'est une bataille comme les autres. Alors ça ne plaît pas du tout à Delattre, qui va avoir une rancune formidable pour Brunel. Et puis beaucoup plus loin, donc pour même le général, le commandant de la division, il sera évincé. Delattre a des références, disons, classiques. Il évoque Turenne. Oui, c'est toute la légende de l'armée française. On connaît ça par cœur. À l'époque, toutes les grandes figures y passent. Alors, il y a une autre visite qui, elle, est plus prestigieuse encore, c'est celle du général de Gaulle. Oui, ça doit être le 7 avril, juste après l'édification du premier pont français à Spire. Le général de Gaulle donc vient féliciter ses troupes et traverse pour la première fois le Rhin. Il s'arrête au milieu du Rhin, il réfléchit assez longue au destin de la France depuis ces dernières années. Et avec un incident là également quasiment tragicomique, puisque deux Messerschmitt arrivent et survolent la zone, de Lattre. Les troupes sur place n'ont pas prévu de défense antiaérienne, ce qui fait que les avions se promènent au-dessus du général de Gaulle et de toutes les autorités. Ils auraient très bien pu mitrailler tout le monde. Et fort heureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais ça a valu également un savon pour les commandants de la zone. Alors nous renvoyons bien évidemment nos auditeurs à votre livre pour la suite des événements que nous pouvons malheureusement pas évoquer. Peut-être un ou deux points. On est étonné par la rapidité, encore une fois, de cette avance dans cette Allemagne qui souffre. Il n'y a pas de résistance. Alors il y a le fameux Werwolf, qui est le loup-garou, traduit en allemand, qui est une espèce d'organisation de résistance qui est très disparate. Finalement, elle s'est très peu manifestée. Ça avait été une des grandes craintes alliées, inspirée de la résistance française. On avait craint que les Allemands puissent faire autant de malheur que les Français, donc ça n'a pas été le cas. Il y a eu des résistances très isolées en fonction des villes et de la motivation, de l'émulation des Gauleiter locaux, des chefs de résistance, qui ont réussi à fédérer dans certains endroits certains noyaux de population. Mais dans l'ensemble, passé la forêt noire, la résistance a été quand même assez faible. Nous arrivons au terme de notre émission. Vous avez évoqué dans votre livre tous les défauts de cette expédition, tous les cas du passage du Rhin. Vous évoquez les embouteillages, la signalisation défaillante, les reconnaissances bâclées, si ce n'est quasiment inexistantes. Alors quel fut l'élément déterminant de cette campagne ? Je crois véritablement l'envie, c'est à l'image un peu du titre que m'a d'ailleurs donné Maurice Druon, c'est-à-dire le passage donc du statut de vaincu, d'humilié en 40 à celui de vainqueur, donc la motivation de prendre une revanche formidable. Les troupes en avançant croisaient des prisonniers à peine libérés, croisaient des déportés, donc elles avaient à cœur un peu de venger tout ça et de montrer que la France de 45, c'était plus du tout la France de 40, que ça allait redevenir une grande nation. Donc c'est véritablement, on pourrait dire de manière un peu vieillotte, du patriotisme, sans les définitions actuelles du patriotisme, et c'est véritablement un grand enthousiasme. Jean-Christophe Notin, je vous remercie beaucoup. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « Les vaincus seront les vainqueurs » aux éditions Perrin, un livre donc sur la France en Allemagne, la percée française en Allemagne en 1945. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui a reçu le prix Raymond Poincaré, La campagne d'Italie. Je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.